Bonjour Monsieur le Ministre, chers collègues. L'ordre du jour appelle la discussion sur le rapport de la commission mixte paritaire de la proposition de loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes. La parole est à Monsieur Loïc Dombreval, rapporteur de la commission mixte paritaire, pour une durée de 5 minutes. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, chère Laetitia, Monsieur le rapporteur, cher Dimitri, chers collègues, je souhaite tout d'abord adresser un message de gratitude à toutes celles et ceux qui ont permis et qui permettent jour après jour de faire avancer la condition animale dans notre pays. Des simples citoyens et des ministres, des parlementaires et des élus locaux, des associations de protection animale et leurs fantastiques bénévoles, des vétérinaires, des journalistes, des juristes ou intellectuels, des artistes et des sportifs, et j'en oublie. Je tiens plus particulièrement à remercier chaleureusement et avec beaucoup de sincérité l'ensemble des parties prenantes à cette proposition de loi, et en particulier le président du groupe En Marche, Christophe Castaner, et ses équipes, bien sûr mes deux co-rapporteurs, Laetitia Romero-Dias et Dimitri Houbron et leurs équipes, et la responsable de texte, Aurore Berger. Merci aussi à vous tous et sur tous les bancs qui avez voté à la quasi-unanimité ce texte en première lecture. Merci également et enfin aux administrateurs de l'Assemblée nationale qui ont fait un travail remarquable en un temps record. Merci enfin aux sénatrices Anne Chain-Larché, rapporteure au Sénat de la proposition de loi, et à l'ensemble de son équipe, ainsi qu'à Sophie Primas, présidente de la Commission des affaires économiques, avec lesquelles, en responsabilité, nous avons trouvé un accord d'avenir pour nos animaux, sans rien céder à l'essentiel, et en permettant même d'enrichir significativement le texte. Merci également d'avance à l'ensemble des sénateurs qui voteront ce texte le 18 novembre, après-demain, dans 2 jours. L'animal de compagnie partage notre quotidien et il est parfois la dernière présence accompagnant nos aînés en fin de vie. L'animal de production nous nourrit, l'animal d'expérimentation permet le développement de médicaments efficaces pour nous soigner, on l'a vu encore récemment. L'animal sauvage participe étroitement aux équilibres indispensables de nos écosystèmes. Pour tous ces services qu'ils nous rendent, nous leur devons à tous respect et humanité. Avec cette loi, nous avons prouvé que l'attention portée aux conditions de vie des animaux était une cause digne d'un débat sérieux au Parlement. En disant cela, on mesure le chemin parcouru depuis Descartes et sa conception d'un animal dénué de toute sensibilité. Avec cette loi, nous avons en France rattrapé notre retard sur le Royaume-Uni, la Suisse, l'Autriche, l'Italie, la Wallonie, l'Angleterre ou l'Allemagne, pays voisins dans lesquels les législations relatives au bien-être animal étaient plus développées. Le texte que vous allez voter contient en effet d'immenses avancées saluées par la quasi-unanimité des défenseurs des animaux, comme par exemple le certificat de sensibilisation pour tout nouvel acquéreur d'un animal de compagnie ou d'un équidé, l'interdiction de la vente de chiens et de chats en animalerie en 2024, l'encadrement très strict de la vente sur Internet, le renforcement des sanctions pénales en cas de maltraitance. Par exemple, tuer volontairement un animal qui n'était passible que d'une simple contravention devient enfin un délit. La création d'un stage de sensibilisation pour les personnes condamnées pour maltraitance envers les animaux. L'ajout des personnes condamnées à une interdiction de détention d'un animal au fichier des personnes recherchées. La fin des animaux sauvages en itinérance dans les cirques d'ici 7 ans. La fin des spectacles de cétacés et l'interdiction de leur détention en captivité d'ici 5 ans, sauf en cas de programme de recherche agréé par l'État. L'interdiction immédiate de tout élevage de visons d'Amérique et de toute autre espèce d'animaux non domestiques exclusivement élevés pour la production de fourrure. Chers collègues, vous allez voter une loi rassembleuse et ambitieuse, un texte qui, sans céder à la sensiblerie, sans déifier l'animal, va toutefois améliorer très significativement ses conditions de vie. La condition animale n'est ni une lubie d'urbain en mal de nature, ni une mode passagère, mais un sujet auquel un nombre croissant de Français est sensible et qui est dorénavant un sujet irréversiblement politique. Cette législature, sur tous les bancs, a su se saisir de ce sujet et initier une dynamique vertueuse et féconde en matière de protection animale. Parmi les différents textes historiques qui ont eu pour projet d'améliorer la prise en compte des animaux, il faut noter en 1850 la loi Grammont, puis en 59 le décret Michelet, 63, 76, 99, 2004, 2015. À cette liste, il faudra désormais ajouter la loi de novembre ou décembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes. La crise sanitaire que nous traversons nous a rappelé à quel point nous sommes liés biologiquement aux différentes espèces animales qui nous entourent, sauvages ou domestiques, et à quel point l'ignorer peut nous entraîner dans le chaos. Au fond, cette crise nous invite à repenser notre rapport aux autres êtres vivants, animaux et végétaux, et à développer les politiques publiques transversales qui prennent en compte notre santé, intimement liée à celle des animaux et à celle de l'environnement.
sans en faire des citoyens qu'ils ne sont assurément pas, la manière dont nous traitons les animaux engage directement notre dignité, notre humanité, mais aussi, ne l'oublions jamais, notre propre santé. Inéluctablement viendra le jour où nous saurons, dans cet hémicycle, débattre de questions délicates, comme certaines pratiques de chasse, comme la corrida, comme certaines pratiques d'élevage, et imaginer sans doute un statut juridique pour certains animaux. D'ici là, je vous invite, chers collègues, à voter ce texte transpartisan qui honore notre Parlement. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chère Bérangère Abba, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, cher Loïc Dombreval, chère Laetitia Romero-Diège, cher Dimitri Houbron, Madame la responsable de texte, chère Aurore Berger, Monsieur le Président de la Commission mixte paritaire, cher Michael Nogal, Mesdames et Messieurs les députés. Le sujet du bien-être des animaux de compagnie est une préoccupation importante de nos concitoyens et un véritable enjeu de politique publique. Nous sommes tous concernés de près ou de loin parce qu'en effet, un foyer français sur 2 détient un animal de compagnie. Rappelons-le sans fausse modestie, et monsieur le rapporteur vous l'avez dit, cette proposition de loi a certes été portée par la majorité présidentielle, mais construite avec tous les groupes politiques, et nous sommes aujourd'hui rassemblés autour d'un texte qui dépasse les clivages politiques. La meilleure preuve en est que ce texte a fait l'objet d'un accord en CMP entre députés et sénateurs, et je tiens à remercier très sincèrement les efforts fournis par les uns et par les autres pour aboutir à ce beau compromis. Ce dépassement des clivages s'explique par le fait que ce texte poursuit une ambition pragmatique pour les animaux de compagnie. Construire, grâce au départ, des dispositifs équilibrés, utiles et efficaces pour l'avenir et qui répondent aux attentes de nos concitoyens. Alors, cette future loi que nous examinons aujourd'hui est une avancée importante. Elle s'inscrit dans le triptyque voulu par le gouvernement pour lutter contre l'abandon des animaux de compagnie, première cause de maltraitance animale, et mener ce combat avec des valeurs partagées, sensibiliser, accompagner et sanctionner. Sensibiliser d'abord, c'est l'objet de la création de ce certificat d'engagement et de connaissance pour toute acquisition d'un futur animal de compagnie, afin de mieux responsabiliser les acquéreurs au minimum 7 jours en amont de l'acte d'achat. Il s'appliquera, ce certificat d'engagement, également aux équidés. Des textes d'application seront pris par le gouvernement pour préciser sa mise en œuvre concrète, mais ce certificat d'engagement est le témoin que se porter acquéreur d'un animal de compagnie relève des obligations, une responsabilité, et qu'un animal de compagnie n'est ni un jouet ni un consommable. Avec l'encadrement ensuite de la vente en ligne, qui est un sujet incroyablement important, car cette vente en ligne est source majeure d'abandon, d'achat compulsif et de trafic. Le gouvernement, cette majorité présidentielle, sont attachés depuis maintenant longtemps à cette question de l'encadrement de la vente en ligne et avaient engagé un travail concret avec les vétérinaires, avec les plateformes, dès la fin de l'année 2020. Ce travail est aujourd'hui traduit dans la loi et constitue, à mes yeux, une avancée majeure pour le secteur des animaux de compagnie. Avec l'encadrement de la vente en animalerie, ensuite, à compter du 1er janvier 2024, pour lutter contre les achats d'impulsion de chiots et de chatons, tout en favorisant les relations avec les associations et refuges et la sensibilisation des acquéreurs. Avec la sensibilisation également de nos élèves et notamment de nos participants au SNU, au respect des animaux et à l'éthique animale. Détenir un animal de compagnie, c'est en effet une responsabilité et c'est bien vers cette prise de conscience individuelle que nous devons collectivement aller et c'est vers quoi nous amène ce texte. Si la responsabilité est in fine bien individuelle, la lutte contre la maltraitance animale est l'affaire de tous. Accompagner ensuite.
accompagné avec l'actualisation du dispositif des fourrières et de la gestion de l'errance animale, qui doit permettre de simplifier l'action des communes dans la mise en œuvre de cette politique publique. Accompagné également avec l'expérimentation proposée en matière de stérilisation des chats errants pour lutter contre la surpopulation féline. Ce sujet d'importance fait également l'objet d'un accompagnement financier de l'État dans le cadre d'une mesure dédiée du plan France Relance que le président de la République a d'ailleurs souhaité doubler en la réabondant de 15 millions d'euros pour la porter à 30 millions d'euros. Il faut effectivement accompagner ceux qui agissent, l'animal maltraité, abandonné et recueilli souvent, très souvent, par des refuges et par des associations, avec ou sans refuge, des familles d'accueil, qui font tous un travail formidable et que je voudrais à mon tour remercier et saluer. Je tiens à saluer en effet leur engagement au quotidien, souvent assuré par des bénévoles qui viennent épauler l'ensemble des salariés de ces structures. Je salue également l'engagement de nos élus locaux sur les territoires et je tiens de même à saluer les professionnels de la santé que sont les vétérinaires, cher monsieur le rapporteur Loïc Dombreval, qui assurent un rôle essentiel en matière de sensibilisation et s'engagent dans le soutien aux personnes les plus démunies, au travers, par exemple, du dispositif vétérinaire pour tous. Renforcer les sanctions, enfin, lorsque la sensibilisation n'a pas suffi, lorsque l'accompagnement est d'autant plus nécessaire parce que des comportements ne sont pas acceptables, il nous faut renforcer les sanctions. Les sanctions dans ce texte sont donc aggravées en cas de sévices graves et d'actes de cruauté infligés à un animal de compagnie. Il y a eu beaucoup de débats sur ce sujet et je crois que les avancées, là aussi, sont grandes avec un vrai message politique envoyé. Quelles qu'en soient les raisons, il n'est en effet pas acceptable d'abandonner un animal de compagnie, de maltraiter cet animal de compagnie. Ce n'est en aucun cas la conception que nous avons tous du progrès dans notre société. Au-delà du domaine législatif, c'est aussi dans cet esprit de construction et d'amélioration continue que, au sein du gouvernement, nous avons souhaité mettre en place un observatoire de la protection animale des carnivores domestiques. Je m'y étais engagé devant vous. Il a été installé en mai dernier. Il permettra de disposer de données objectives sur l'abandon des animaux de compagnie en France et non plus d'estimation. Et je crois que cela est essentiel lorsque nous voulons mettre en œuvre une politique publique que d'avoir un observatoire permettant de guider l'action de cette politique publique. Mesdames et messieurs les députés, tout cela doit nous permettre de mener ces politiques publiques, d'avoir une politique ambitieuse en matière de lutte contre les abandons d'animaux de compagnie, en lien et en transparence avec les associations et l'ensemble des acteurs qui agissent au quotidien sur le terrain. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Bérangère Abba, secrétaire d'État chargée de la biodiversité. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la Commission mixte paritaire, cher Michael Nogal. Mesdames, Messieurs les rapporteurs et responsables de texte, Mesdames, Messieurs les députés, quelle joie, quel honneur, quelle fierté aujourd'hui d'être avec vous pour traduire dans notre droit la nécessaire recherche du bien-être animal et de pouvoir porter cette proposition sur des mesures ambitieuses, des mesures essentielles d'une évolution majeure de notre rapport au monde animal. Améliorer les conditions du bien-être animal, c'est une responsabilité morale pour notre société. C'était une demande forte de nos concitoyens et il est vraiment heureux, je crois, qu'en écho à des demandes très fortes de la société civile, le Parlement, dans son ensemble, ait supporté cette initiative. Je crois que nous pouvons vraiment nous en féliciter. Cette proposition de loi, elle rejoint la volonté du gouvernement. Vous le savez, nous l'avions annoncé avec Barbara Pompili en septembre 2020. Notre souhait de voir en France la sortie progressive de la faune sauvage, des cirques itinérants, la fin de la présence des cétacés dans les delphinariums ou encore la fin des élevages de visons d'Amérique pour leur fourrure. L'ensemble de ces mesures
Vous les avez décidées, vous les avez inscrites dans la loi et je m'en félicite. Je tiens vraiment à vous remercier pour ces décisions et ces arbitrages, ces concertations qui ont été courageuses et un dialogue qui a été extrêmement tenu. Et je crois que le Parlement s'honore de ces décisions. Avec des remerciements évidemment tout particuliers aux rapporteurs et responsables de texte, cher Loïc Dombreval, cher Dimitri Aubron, chère Laetitia Romero-Diaz et Aurore Berger, pour avoir porté ces dispositions et les incarner même au quotidien dans votre engagement respectif pour la cause animale. Et puis remercier plus largement tous les parlementaires et tous les députés sur ces bancs, parce que vous avez unanimement salué et porté ce débat et ces dispositions à une très large majorité qui nous réunit aujourd'hui. Cette proposition de loi donc, voit inscrites des mesures fortes, des mesures exigeantes, ambitieuses, et le gouvernement est et sera au rendez-vous pour accompagner ces évolutions. D'abord, vous vous êtes accordé pour mettre fin dans les 7 ans à la détention de toute espèce sauvage dans les cirques itinérants. Cette décision, elle n'est pas anodine et je tiens à nouveau à saluer vraiment tous les circassiens et leur attachement à ces animaux qui accompagnent aujourd'hui cette transition et auprès de qui nous serons vraiment aux côtés avec aujourd'hui en France pas moins de 120 cirques itinérants détenant près d'1 millier d'animaux sauvages, dont environ 500 fauves. La responsabilité du gouvernement, évidemment, elle sera de continuer à les accompagner. Nous étions déjà à leur côté dans cette difficile période de la crise sanitaire et lors de la période d'arrêt de leur activité, avec une aide à hauteur de 2,4 millions d'euros qui ont été versés aux cirques pour les aider au nourrissage et aux soins de leurs animaux. Nous avons, dans le cadre de la réforme qui est aujourd'hui portée par cette loi, à soutenir les circassiens pour les aider à évoluer à la fois dans leurs activités, à les aider en termes de formation, aider à leur reconversion, la reconversion de leur personnel, et puis évidemment en trouvant des solutions d'accueil pour ces animaux. Et sur ce dernier point, vous avez souhaité vous assurer du devenir de ces animaux en prévoyant l'obligation de proposer des solutions d'accueil qui garantissent leur bien-être. Je tiens bien évidemment à rassurer tous ceux qui ont eu ce souci et cette inquiétude. Le gouvernement partage tout à fait cette volonté et nous nous y emploierons fermement. Ensuite, vous avez décidé de mettre fin à horizon de 5 ans à la détention et à la reproduction des cétacés dans les 2 delphinariums français qui comptent encore aujourd'hui 21 dauphins et 4 orques. Cette décision, elle fait l'objet de certaines dérogations pour les sanctuaires et les centres de soins, bien sûr, mais aussi pour certains programmes scientifiques qui devront être validés par le gouvernement. Et je tiens à vous dire sur ce point que nous serons d'une grande vigilance sur les programmes qui autoriseront et encadreront ces dispositifs et sur la manière de les évaluer. Évidemment, dans le cadre de ces dérogations, il était nécessaire de définir soigneusement ce que sont les refuges et les sanctuaires. Et une étude sera lancée par le ministère de la Transition écologique pour définir les conditions à la fois techniques, juridiques et financières qui sont nécessaires à l'accueil en enclos marin des cétacés actuellement détenus en delphinarium. Et puis, vous l'avez fait en interdisant notamment les contacts directs avec le public, les numéros de dressage et tout but lucratif de ces équipements. Je crois que nous avons aujourd'hui un cadre et donc les conditions d'un certain apaisement dans cette transition. Et puis je me félicite évidemment de l'interdiction de l'élevage de visons d'Amérique pour leur fourrure dès la promulgation de cette loi, de même que pour toute espèce non domestique qui serait élevée uniquement pour sa fourrure. Il y a un an, nous avions annoncé notre intention de mettre fin à ces élevages. Notre pays comptait alors 4 élevages et avec le soutien proposé par le gouvernement et accompagnant ce débat et vos réflexions, aujourd'hui, nous n'en comptons plus qu'un. Je crois que cette démarche et leur volontarisme, ils méritent d'être salués. Évidemment, nous poursuivrons aux côtés des éleveurs qui souhaitent mettre fin à leur activité, comme nous l'avons fait avec ceux qui ont su franchir ce pas. C'est la preuve que cette démarche que nous portons à la fois de dispositions volontaristes, ambitieuses, mais d'un accompagnement renforcé de ces acteurs et de ces professionnels dans une transition, je le redis, qui est difficile mais qui est nécessaire. Cette méthodologie, elle fonctionne. Et donc, nous devrons, dans le temps, être continuellement aux côtés de ces acteurs pour les accompagner dans cette transition. Nous continuerons à répondre présent, mesdames, messieurs les députés, sur ce texte et sur lequel vous allez vous prononcer. Nous faisons un pas de plus vers une société qui est plus respectueuse
respectueuse du bien-être animal. Nous répondons à l'appel de notre temps, à un appel pour plus de respect et de considération pour les animaux sauvages captifs, un appel auquel le Parlement dans son ensemble, et je l'en remercie, a su répondre. C'est un moment qui nous honore et je vous en remercie. Je vous remercie, Madame la Ministre. Nous passons à la discussion générale avec Monsieur Julien Dive pour le groupe Les Républicains et pour une durée de 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Je voudrais commencer mon propos par une expérience personnelle, celle du zoo. Jusqu'à cet été, je n'étais jamais allé de ma vie dans un parc zoologique. Et ce sont nos travaux en première lecture qui ont poussé ma curiosité à aller au parc de Beauval, que connaît bien notre collègue Nicolas Forissier, pour échanger avec son président Rodolphe Delors, pour comprendre comment lui et ses équipes fonctionnent et travaillent à la préservation des espèces, à la réintroduction même des espèces dans leur milieu naturel, dans des réserves naturelles. J'ai discuté avec des amoureux des animaux, des amoureux de la vie tout simplement. Ne leur jetez pas la pierre sans avoir échangé avec eux au préalable. Tout cela pour vous dire que le sujet que nous abordons aujourd'hui n'est pas un sujet manichéen. Le bien-être animal est un sujet qui interpelle de plus en plus de Français et pourtant, chaque année, 100 000 animaux sont abandonnés, dont 16 000 rien que cet été en France, un triste record. La défense des droits des animaux occupe une place de plus en plus importante parmi les causes chères aux yeux de nos concitoyens et il est naturel que la législation évolue. La préoccupation grandissante des Français en faveur du bien-être animal tranche avec la perpétuation des violences envers nos bêtes. Comment répondre aux attentes de nos concitoyens sans agir en pratique pour empêcher les conduites cruelles et condamner fermement les auteurs de ces violences? Nous ne sommes pas les seuls capables de sensibilité, de subjectivité et de bien-être. C'est pourquoi nous devons opérer une véritable sensibilisation autour du bien-être animal, car nous avons la responsabilité de protéger le vivant et de concrétiser en loi tous les moyens permettant de respecter et de veiller sur nos animaux. Il est aujourd'hui nécessaire de reconnaître la notion de souffrance sans laquelle il nous serait impossible de faire avancer nos travaux. Au travers des mutations territoriales et de l'évolution des connaissances scientifiques, les attentes des citoyens vis-à-vis de la maltraitance animale se sont faites de plus en plus grandes. De fait, cela nous a obligés à reconsidérer notre rapport à l'animal et à réintégrer la dimension affective qui existe entre lui et l'homme. Refuser la souffrance infligée aux bêtes n'est plus un parti pris, mais une évidence dans notre société. Non, les animaux n'ont plus à être considérés comme des automates de chair, comme des jouets. Ils sont doués de sensibilité et d'affection. Il faut malgré tout se débarrasser du caractère subjectif des relations que nous établissons avec eux et garder à l'esprit que l'animal n'est pas une personne humaine. Notre intelligence s'établit dans le fait que nous soyons capables, nous, êtres humains, de reconnaître toute forme de sensibilité et d'affection chez nos compères mammifères sans tomber dans la personnification de l'animal. Par conséquent, il est encourageant de constater que l'Assemblée nationale et le Sénat aient pu trouver un consensus sur ce texte contre la maltraitance animale. Cet accord permettra de mettre en place de nouvelles mesures pour, par exemple, mettre fin à l'utilisation d'animaux sauvages à des fins commerciales, encadrer la détention d'animaux domestiques ou encore interdire les élevages de visons pour la production exclusive de fourrure. Il fallait mieux lutter contre les achats compulsifs qui se concluent par des abandons de chats et de chiens chaque année. C'est désormais engagé avec l'interdiction de leur vente en animalerie. L'animal n'est pas un objet de consommation et mérite d'avoir des propriétaires engagés et impliqués dans ce rôle qui n'est pas sans d'importantes responsabilités. Nous devons fermer la porte à l'abandon sans renier le travail quotidien que fournissent les employés des animaleries et des jardineries. Aussi, à force de travail et d'échanges, ce texte aboutit à l'interdiction de l'exploitation d'animaux non domestiques dans les établissements itinérants. Nous pouvons comprendre que des mesures devaient être prises en faveur du bien-être de la faune sauvage, mais avec l'engagement du soutien de l'État pour accompagner les filières concernées par cette transition. Les éleveurs, les dresseurs, les exploitants de cirque se sont trouvés inquiets à juste titre face à ces nouvelles mesures. Ce sont, et je souhaite le rappeler, des professionnels, souvent des générations familiales qui se succèdent, qui ne doivent pas être stigmatisés. Et sur ce sujet, en ce qui concerne la forme, nous n'aurions pas fait comme vous, il fallait dès le départ de la rédaction de ce texte associer l'ensemble de ces professionnels. Il faut donner l'opportunité aux professionnels concernés de pouvoir s'adapter à ces nouveaux changements et ne pas imposer de manière brutale une interdiction sans discussion préalable.
Des refuges et des sanctuaires pour animaux sauvages captifs se devaient d'être pensés par la loi dans le respect des professions et les savoirs de chacun. Cette proposition de loi comporte de nombreuses mesures qui favorisent la protection animale, aussi bien domestique que sauvage. Cette proposition de loi est donc bien le fruit d'un compromis, le résultat d'un travail commun entre les deux chambres. Il s'agit d'une avancée dans cet objectif de lutte contre les violences faites aux animaux, mais aussi, n'oublions pas, les filières touchées par ces changements, qui méritent plus que jamais un accompagnement fort de la part de l'État. Le groupe Les Républicains votera dans sa majorité en faveur de ce texte. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur Dive. La parole est à Monsieur David Corcero pour le mouvement démocrate et démocrates apparentés. Monsieur le Président, bonjour. Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. La question du bien-être animal est une réalité qui s'est imposée dans le débat public ces dernières années. Et notre groupe se réjouit que le Parlement et le gouvernement se soient saisis de ce sujet. C'est la raison pour laquelle nous avions souhaité co-signer cette proposition de loi dès janvier dernier, laquelle apporte enfin des dispositions concrètes destinées à renforcer la lutte contre la maltraitance animale. Tout d'abord, nous saluons vivement la mise en place d'un certificat de connaissance avant l'acquisition d'un animal de compagnie qui permettra d'éviter les dérives liées aux achats coup de cœur, mais également l'interdiction immédiate de la présentation d'animaux en vitrine. Enfin, de la vente de chiots en chaton et d'animalerie à compter du 1er janvier 2024 est une excellente mesure aussi. La vente d'animaux en ligne sera d'ailleurs encadrée. Une autre avancée non négligeable que nous avons saluée, c'est le renforcement des sanctions applicables en cas de sévices graves, d'actes de cruauté et d'abandon qui seront passibles de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Différents faits d'actualité nous ont rappelé malheureusement trop souvent l'urgence de cette mesure. Nous avons également voté la fin des animaux sauvages dans les cirques qui doivent intervenir dans un délai de 7 ans, permettant à chaque acteur d'accompagner comme il le faut cette transition. Nous, parlementaires, nous avons également rétabli l'interdiction sous 2 ans des monteurs d'ours et de loups, mesure qui avait été supprimée par le Sénat. L'abolition de la détention de cétacés dans les delphinariums, quant à elle, prendra un effet dans 5 ans. Enfin, nous saluons tout particulièrement la fin de l'élevage de visons d'Amérique élevés pour leur fourrure. Disposition qui, dans le texte final, devrait entrer en vigueur dès la promulgation de la loi. En effet, le coronavirus et plus largement la pandémie mondiale à laquelle nous continuons encore de faire face depuis 2 ans, depuis le premier cas déclaré en Chine décembre 2019, n'est qu'une tragique illustration des conséquences de l'activité humaine sur la biodiversité et les écosystèmes. La transmission des maladies infectieuses de l'animal à l'homme n'est certes pas une nouvelle. Néanmoins, les chercheurs l'accordent à dire que ce type de maladie risque de se multiplier massivement dans les années à venir. Il est donc primordial d'interdire les élevages de visons d'Amérique, lieu propice à la transmission de maladies infectieuses de l'animal à l'homme. Cette disposition, au chapitre 4, permet de concilier un besoin sanitaire, l'aspect éthique et l'accompagnement des acteurs économiques. Nous devons modifier fondamentalement nos pratiques. La fin des élevages de visons, et je l'espère, est un premier pas vers de nombreux grands changements. Aujourd'hui, l'enjeu est double. En parallèle de la question animale, nous parlerons aussi d'une question de santé publique. Concernant la stérilisation des chats errants, je regrette que l'obligation de partager le coût entre les communes et l'établissement intercommunal n'ait pas pu aboutir. Le transfert de compétences aurait permis de rétablir le coût de la stérilisation obligatoire entre les maires et l'établissement intercommunal. Ce dispositif aurait ainsi aidé les maires des petites communes dans la limitation des risques de surpopulation féline. La solution respectueuse de l'animal, sans pour autant mettre à défaut une commune qui n'aurait pas le financement ou les moyens nécessaires à la réalisation d'un tel objectif. Mes chers collègues, ce texte est l'objet d'un consensus, marque le début d'une série de mesures fortes pour la cause animale et une prise de conscience des enjeux éthiques, écologiques, sanitaires qui en découlent. Il est enfin temps d'admettre que la souffrance infligée aux animaux ne sont plus acceptables dans notre société. Rappelons que notre retard dans ce domaine, rejoignons les autres pays européens leaders en la matière du bien-être animal. Nous avons la capacité, et nous avons pu le constater lors de l'examen de ce texte, ne craignons pas d'appliquer la célèbre phrase de Gandhi sur le traitement des animaux qui font la grandeur d'une nation. Ne la laissons plus résonner comme un espoir latin. Mesdames et messieurs les ministres, messieurs les rapporteurs, je vous remercie vivement au nom de mon groupe politique et ainsi que nos 3 rapporteurs du Sénat, car nous avons pu trouver un équilibre pour enrichir ce texte fondamental. Ce texte se veut l'aube d'une meilleure éthique et d'une plus grande considération. Je vous remercie.
Je vous remercie. La parole est à Monsieur Philippe Naillet pour le groupe socialiste et apparenté, pour une durée également de 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Nous voici donc au terme de l'examen par le Parlement de ce texte. Cette proposition de loi, je cite, visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale, concerne l'un des plus grands enjeux du XXIe siècle pour l'humanité. Notre environnement au sens large. Environnement que nous avons trop longtemps considéré comme notre chose, qu'il s'agisse des espèces animales, végétales ou de notre planète. À l'absolue obligation de protéger les espèces animales et végétales comme notre planète, nous ne pouvons plus nous soustraire. Face aux multiples défis auxquels nous sommes confrontés, la pandémie actuelle, les risques de propagation de nouveaux virus de ce type, les dangers d'une perte de souveraineté alimentaire, la gestion de ces interdépendances doit être au cœur de nos préoccupations afin d'assurer la pérennité de notre humanité et du vivant sous toutes ses formes. Alors que nous sortons d'une COP26 très décevante, les conséquences globales largement sous-estimées de l'activité humaine jusqu'à récemment quelques décennies nous obligent tant sur le climat que sur la vie végétale et animale. Le changement de comportement doit autant nous élever que pérenniser la survie même de l'humanité, car nous sommes là, nous ne voilons pas la face. Pour cela, encore faut-il commencer par l'humilité de l'homme face à cette biodiversité, face aux espèces animales. Et comme les auteurs de cette proposition de loi, le groupe socialiste et apparenté l'affirme avec force, la souffrance animale est insupportable et doit être combattue. À ce titre, l'étape importante franchie en 2015 avec la reconnaissance officielle dans le Code civil de l'animal comme être vivant doué d'une sensibilité ne saurait être qu'une étape. Aussi, ce texte permet de lutter contre différentes formes de maltraitance animale. Il permettra notamment d'interdire d'ici 2028 les spectacles itinérants d'animaux sauvages et contribuera à une meilleure protection des animaux dits de compagnie ou domestiques, notamment en imposant aux futurs primo-propriétaires d'animaux de compagnie de signer un certificat d'engagement et de connaissance avec un délai de réflexion de 7 jours imposé entre la délivrance de ce nouveau certificat et l'achat ou le don de l'animal et en interdisant la vente de chiens et de chats en animalerie à partir de 2024. Alors que d'autres sujets moins consensuels ne sont pas abordés dans cette proposition de loi, il convient de rappeler la nécessité d'un débat suffisamment apaisé, équilibré et éclairé pour être constructif. Ce texte, tel qu'issu de la CMP, constitue certainement un point d'équilibre. Certains défenseurs du bien-être animal auraient souhaité aller plus loin. Certains représentants des secteurs concernés par les mesures prohibitives du texte auraient souhaité ne pas subir de telles restrictions ou de disposer de plus de temps, de plus de ressources afin d'être mieux accompagnés dans la transformation de leur activité. Pour répondre à ces préoccupations, nous aurions bien sûr préféré disposer d'une étude d'impact. Il convient tout de même de noter que les mesures les plus structurantes ont fait l'objet de concertations au niveau ministériel. J'imagine donc en responsabilité que des engagements ont été pris par l'exécutif en matière de soutien des acteurs et filières concernés par les restructurations du fait de l'impact de ce texte. Parce qu'il tend sans doute trop doucement mais sûrement vers des relations pour le coup plus respectables, plus humaines, on va dire, le groupe socialiste et apparenté votera pour ce texte. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Dimitri Houbron pour le groupe Agir Ensemble. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, chère Laetitia, cher Loïc, mes chers collègues. C'est avec une véritable émotion que je m'adresse à vous en ce jour si important pour la cause animale. Je ne reviendrai pas sur l'ensemble des avancées que permet cette proposition de loi, mon collègue Loïc Dombreval les a bien énoncées. Le chapitre 2 dont j'avais la charge vise à augmenter les sanctions pénales en cas de sévices ou encore à lutter efficacement contre le phénomène de zoophilie dans notre pays.
Cette proposition de loi est une étape importante dans le combat pour la cause animale. C'est une première pierre dans un édifice qu'il nous faut continuer de construire. Et je tiens à remercier mes collègues co-rapporteurs et notamment Laetitia Romero-Diaz qui, hélas, n'a pas pu s'exprimer aujourd'hui à raison d'un règlement sans doute trop strict pour ce combat commun que nous avons mené avec d'autres collègues sur l'ensemble de ces bancs, mais aussi l'ensemble des associations engagées depuis des années et qui sont aujourd'hui à la genèse de cette victoire. La question animale est devenue aujourd'hui un défi sociétal qui ne s'arrêtera pas. Qu'on le veuille ou non, c'est un fait, quand bien même le discours de certains consiste à répéter qu'il s'agit d'une cause fantoche, d'un excès de sensiblerie, qu'il y a d'autres priorités et que les animaux sont là pour nous servir. Ils sont en décalage total avec ce qu'attendent nos concitoyens. Ce n'est pas tourner le dos à l'homme que de se soucier de la condition animale, bien au contraire. Notre conception des animaux a changé. Ils ne sont plus ces machines à produire, ces outils jetables, ces nuisibles à éradiquer. La science a permis de découvrir qu'ils sont, à des degrés divers, doués de comportements complexes. Ils se révèlent capables de souffrir, de fabriquer des outils, de faire preuve d'humour, de dissimulation, de folie, de colère, d'amitié et de sens moral. En définitive, ils possèdent bon nombre de ces caractéristiques qui auront pendant longtemps défini le fameux propre de l'homme. Une réalité qui forcément nous oblige à remettre en question nos comportements. Si les animaux ne sont plus ces outils à notre service, que devient notre légitimité à les mépriser ? À présent qu'ils nous ressemblent tant, comment justifier toutes les souffrances que nous leur faisons subir ? Le temps n'est-il pas venu, dans cette société qui revendique des droits pour toutes et tous, de leur en accorder ? Après tout, ce questionnement s'inscrit dans une continuité logique, celle des grands mouvements de libération des opprimés. Une préoccupation millénaire. On oublie en effet trop souvent que la considération à apporter aux animaux est née aux mêmes sources des droits humains. De l'Antiquité jusqu'au XIXe siècle, les plus grands penseurs humanistes ont eu à cœur de soutenir la condition animale au nom de la justice et de la dignité humaine. Parce qu'il n'y a pas de contradiction entre la justice sociale et le soutien de la cause animale. Nous ne nous rendons pas compte que l'éthique animale qui conduit à nos responsabilités les concernant s'est développée partout, qu'elle est désormais enseignée dans les universités aux quatre coins de la planète, que la jeunesse née avec l'écologie et ce constat d'un destin lié avec une nature fragilisée intègre spontanément ces problématiques et orientera les lois et la société de demain. La classe politique actuelle néglige encore à tort, hélas, cette question animale, ses enjeux et son impact à venir sur nos modes de vie, de consommation, sur l'économie, la recherche scientifique, l'enseignement, le droit. Les animaux n'ont pas de devoir, certes, mais faut-il pour autant les considérer comme des choses ? Ne peut-on pas faire en sorte qu'ils soient protégés à l'image des enfants, lesquels ne sont pas responsables de leurs actions, mais n'en sont pas moins dotés de droits ? En quels termes, dans quelles limites, pour quelles espèces ? Autant de questions qu'il convient de mettre en débat, à la fois en politique et aussi en philosophie, en nous démarquant de la vision de Kant qui affirmait que les animaux ne possédant pas la capacité de réclamer quoi que ce soit faute de raison, il ne saurait être question de leur accorder des droits. Aujourd'hui, il nous faut nous soucier des bêtes sans oublier les hommes. Il serait de toute manière difficile de faire autrement, tant nos vies sont intimement liées depuis les origines. Il y a longtemps que les animaux ont façonné la condition humaine, et ce n'est pas en ignorant la souffrance animale qu'on soulage celle des hommes. En témoignent notamment ces études qui révèlent que la violence sur les animaux dans les foyers cache presque toujours une violence intrafamiliale, que la cruauté sadique perpétrée sur les animaux dans l'enfance conduit à des parcours de criminels violents. Comment vivre avec eux ? Le temps est venu d'écrire la suite de l'histoire entre les hommes et les animaux et de remettre la question en débat. Le respect envers les bêtes ne retire pas des droits aux hommes, mais en élargissant notre morale, il est clair qu'il nous engage à devenir plus humains. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est maintenant à M. Michel Zumkeller pour le groupe UDI indépendant. Bonjour Michel. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Nous abordons aujourd'hui la dernière étape d'une proposition de loi importante sur les animaux et leur bien-être, avec le renforcement de la lutte contre la maltraitance. Au nom du groupe UDI indépendant, nous tenons à saluer la volonté de renforcer la lutte contre la maltraitance animale, un combat que nous partageons. Sur ce sujet, beaucoup a déjà été fait, comme en 2015 avec la reconnaissance des animaux en tant qu'êtres sensibles, votée par les membres de notre groupe. Je tiens également à saluer encore une fois le travail de notre collègue Béatrice Descamps, qui avait déposé une proposition de loi dès mai 2018 sur le sujet.
Il était nécessaire d'aller encore plus loin afin de répondre aux évolutions de notre société. Bien que votre texte n'en traite pas, je voudrais également évoquer l'élevage, qui est, comme la chasse, parfois source de bien des fantasmes. Concernant l'élevage, nous considérons qu'il est nécessaire d'appliquer correctement la loi Egalim de 2018 et de l'évaluer. En effet, rappelons aujourd'hui que nous avions déjà soutenu à l'époque l'expérimentation des abattoirs mobiles pour éviter les transports inutiles des animaux sur les longues distances, la mise en extinction de l'élevage en cage de poules à compter de 2022, l'expérimentation de la vidéosurveillance dans les abattoirs. Par ailleurs, nous regrettons que votre proposition de loi n'aborde à aucun endroit la question de l'abattage. Celle-ci ne saurait être taboue. À l'inverse, nous nous réjouissons que le sujet des animaleries, qui était initialement absent du texte alors que les animaux y sont parfois commercialisés dans des conditions difficiles, ait été traité avec une réponse satisfaisante pour tous. Je voudrais aussi quand même rappeler qu'il ne faut pas tomber dans l'excès. Certains responsables d'animalerie sont évidemment des gens qui sont les premiers à respecter les règles sanitaires et ils jouent un rôle essentiel également dans cet environnement. Concernant les autres dispositions contenues dans le texte, nous soutenons le renforcement des sanctions et peines applicables aux actes de cruauté infligés aux animaux, ainsi que l'amélioration de la traçabilité de la vente des animaux. S'intéresser au bien-être animal, ce n'est pas stigmatiser, mais durcir les sanctions, être intransigeant avec ceux qui maltraitent ou négligent volontairement les animaux. Nous soutenons cette approche. C'est pourquoi nous avions proposé d'interdire la vente sur des plateformes non spécialisées et soutenons la fin de l'envoi postal des animaux vertébrés. La fin de l'élevage pour la fourrure des visons d'Amérique est également une grande avancée. Si nous sommes en général pour des procédures transitoires avec tant d'accompagnement, la situation sanitaire réclamait d'agir sans délai. À l'inverse, si des modèles économiques complets sont en jeu, il n'est pas illogique que la loi ménage une transition. Pour les animaux dans les spectacles itinérants, cette transition est longue et je considère que cette interdiction va dans le sens de l'histoire. Comme pour beaucoup d'autres interdictions de ce texte, nous faisons le pari que personne ne la remettra en cause et qu'elle semblera évidente à tout le monde. Sur un sujet, nous souhaitons veiller à protéger l'activité des parcs zoologiques, facteur d'attractivité locale. Ils ont aussi une mission pédagogique. Ils peuvent aussi avoir, dans certains cas, lorsqu'un véritable partenariat est noué avec l'État, une mission de conservation de certaines espèces et de préservation de la biodiversité. Cela peut faire partie de leur cahier des charges. Aussi, nous nous réjouissons de la rédaction finale, fruit d'un compromis qui nous semble équilibré. Il conviendra maintenant au pouvoir réglementaire d'en faire bon usage. Car rappelons que les parcs zoologiques respectent des règles très strictes, aussi bien en termes d'infrastructures, d'accueil que de traitement des animaux. N'oublions pas que les éleveurs, gardiens et autres professionnels sont soucieux du bien-être de leurs animaux et, si nécessaire, passent une partie de leur nuit à les surveiller. Comme pour l'écologie en général, notre groupe prône une approche scientifique plutôt qu'idéologique. Cette proposition de loi n'est pas parfaite, mais l'équilibre issu de la commission mixte paritaire est plus qu'acceptable. Pour ces raisons, pour le bien-être animal, pour la vision que nous avons de l'humanité dans ses relations avec les autres espèces, le groupe UDI indépendant votera dans sa grande majorité pour ce texte. Je vous en remercie. Je vous remercie. La parole est maintenant à M. Olivier Falorni pour le groupe Liberté et Territoires. Pour 5 minutes également. Madame et Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues, la maltraitance animale n'est pas un sujet secondaire. C'est même un sujet important. Les violences sur les animaux et les ignorer, c'est tout simplement accepter une société de violence. On ne peut pas être un bourreau d'animaux et en même temps un parfait humaniste. Ça n'est pas possible. Parce qu'un animal n'est pas une chose, un meuble, un objet, parce que c'est un être vivant doué de sensibilité. Torturer ou maltraiter un animal, c'est donc torturer ou maltraiter une part de notre humanité. Cette proposition s'attaque à certaines formes de maltraitance et à de mauvaises pratiques qui y contribuent. Le durcissement du volet répressif était nécessaire, je le soutiens totalement.
Il reviendra toutefois à la justice de s'en saisir et de sanctionner plus durement les sévices et les actes de cruauté sur les animaux. Aujourd'hui, la réponse pénale est largement insuffisante puisqu'on dénombre à peine 1 millier de condamnations pour actes de cruauté envers les animaux domestiques entre 2007 et 2017. On sait pourtant, hélas, qu'il s'en produit chaque jour ou presque dans notre pays. Il faudra donc être intraitable avec ces tortionnaires. Je soutiens aussi la fin de la présence d'animaux sauvages dans les cirques itinérants, avec l'interdiction progressive de leur acquisition, de leur commercialisation, de leur reproduction et, in fine, de leur détention. Il était temps. Je rappelle qu'une vingtaine de pays européens a déjà limité ou interdit la présentation de ces animaux sauvages trimballés de ville en ville dans des cages sur roues. Cette proscription ne pourra toutefois être effective qu'à condition de mettre en place des structures d'accueil adaptées. Nous devrons donc veiller à ce que cette offre soit développée le plus rapidement possible. D'autres évolutions proposées étaient elles aussi nécessaires. L'encadrement de la vente de chiens et de chats, en ligne ou en animalerie, à compter de 2024, va dans le bon sens, c'est-à-dire celui d'une meilleure responsabilisation de l'acte d'achat. Cette évolution est une urgence, alors que la France affiche le sinistre record de championne d'Europe des abandons. À ce titre, toujours, la création d'un certificat de connaissance des besoins spécifiques des animaux de compagnie et des équidés est une bonne chose. Si cette proposition de loi comporte des mesures de bon sens, je regrette qu'elle ne s'empare pas d'autres sujets relatifs à la condition animale. Vous n'évoquez pas du tout les élevages industriels, ni les abattoirs. Or, il faut, par exemple, sortir progressivement de l'élevage en cage, car enfermer un lapin ou une poule toute son existence dans une cage de la taille de cette feuille, oui, c'est un acte de maltraitance. Il faut aussi mettre en place l'obligation du contrôle vidéo dans tous les abattoirs de France, comme cela a été voté ici à l'Assemblée nationale, Monsieur le Ministre, ici en 2016, voté à l'Assemblée nationale dans le cadre d'une loi dont j'étais le rapporteur. Je regrette aussi que les questions liées à l'expérimentation animale aient été laissées de côté, comme celles relatives à certaines coutumes d'un autre âge, comme la corrida ou les chasses dites traditionnelles. En somme, nous avons une loi utile contre certaines formes de maltraitance animale, mais pas contre la maltraitance animale dans son ensemble. Certains animaux seront demain, grâce à cette loi, mieux protégés et plus respectés, mais d'autres resteront encore désespérément oubliés, laissés à leur triste sort. En conclusion, je voterai donc pour ce texte sans la moindre hésitation, mais à l'issue de celui-ci, il restera vraiment encore beaucoup de travail à faire pour nos amis les animaux. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Bastien Lachaud, pour la France insoumise. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, collègues, l'humanité est en péril. L'écosystème dans lequel nous vivons est au bord du gouffre et on ne le préservera pas sans créer les conditions d'une harmonie des êtres humains entre eux, des êtres humains avec la nature et évidemment des êtres humains avec les autres animaux. 30% des colonies d'abeilles disparaissent tous les ans. Les sardines en Méditerranée sont plus petites parce que le plancton est lui-même plus petit. 30% des oiseaux ont disparu en France. La 6e extinction de masse des espèces est engagée. Il y a une communauté de destin entre nous et le reste du vivant. Si l'écosystème s'effondre, qui peut dire comment nos sociétés vont survivre? Aussi, une loi visant à lutter contre la maltraitance animale est-elle particulièrement bienvenue? Mais y a-t-il lieu de se féliciter bruyamment, comme vous le faites, des avancées contenues dans cette loi? Interdiction à terme
des spectacles d'animaux sauvages dans les cirques itinérants, y compris dans les delphinariums, interdiction immédiate de l'élevage de tous les animaux sauvages pour leur fourrure, lutte contre la maltraitance et les achats impulsifs d'animaux de compagnie. Ce sont indéniablement des avancées, mais si modestes, si infimes par rapport à l'enjeu. Par votre inaction, vous détruisez l'humanité. D'une part, vous conduisez l'humanité à sa perte parce que vous refusez d'agir pour les animaux et en n'agissant pas réellement contre la maltraitance des animaux, vous contribuez au réchauffement climatique. Vous prétendez éteindre l'incendie à la petite cuillère. 4 millions de vaches et bœufs, 23 millions de cochons, 65 millions de truites, 73 millions de canards, 806 millions de poulets sont abattus en France tous les ans. 30% des émissions de gaz à effet de serre sont dues à l'agriculture, dont 75% du fait de l'élevage industriel. Et que dit la COP26 qui vient de s'achever sur ce constat? Rien. C'est affolant de stupidité. 90% des quelques 500 milliards d'euros de soutien à l'agriculture mondiale détruisent la nature et alimentent la crise climatique au lieu d'aider à la résorber. D'autre part, vous détruisez l'humanité en l'homme. Les travailleurs de l'élevage intensif, les ouvriers d'abattoirs sont contraints d'agir dans des conditions de travail terribles. Ils essaient de devenir insensibles à la souffrance pour le supporter. Ils sont particulièrement touchés par les dépressions, voire le suicide, car c'est inhumain de traiter les gens comme ça, à devoir tuer ces pauvres bêtes à une cadence infernale qui use les cœurs et les corps. Et que faites-vous pour les animaux d'élevage dans votre grand texte contre la maltraitance animale? Presque rien, hormis pour les visons, qui désormais seront épargnés. Les millions d'animaux de l'élevage industriel intensif continueront à être martyrisés et brutalisés de leur naissance à leur mort et tout au long de leur court et misérable vie, si tant est qu'on puisse encore appeler ça une vie. 1 million d'espèces seraient menacées d'extinction, soit 1 sur 8. 13% des oiseaux, 25% des mammifères, 33% des coraux, 40% des amphibiens sont en danger de mort. Car les animaux, ce ne sont pas seulement les chats, les chiens, les chevaux et quelques autres dont vous daignez vous préoccuper. Les animaux, c'est la faune tout entière qui, dans sa diversité, est en train de s'effondrer. Au lieu de protéger la biodiversité, vous encouragez sa destruction. La réintroduction des néonicotinoïdes que vous avez voulu aura des effets terribles sur les abeilles. Le glyphosate, que le président Macron devait interdire en 3 ans, continue à empoisonner les insectes, les sols, les animaux, les êtres humains. Même la stérilisation obligatoire des chats errants, pourtant votée par notre Assemblée, a été abandonnée dans la version finale du texte, alors que c'est décisif pour éviter la prolifération de cette espèce prédatrice. 40 000 sangliers, 40 000 cervidés, 1 million de canards, 5 millions de perdrix, 14 millions de faisans sont élevés chaque année uniquement pour la chasse. La chasse a été particulièrement cajolée dans ce mandat, alors que son lobbyiste en chef assume désormais qu'elle est un pur plaisir sadique de tuer. Rien pour interdire les chasses cruelles. Le gouvernement a tout fait, au contraire, pour autoriser les chasses non sélectives d'oiseaux qui peuvent tuer, y compris des espèces protégées. Rien pour interdire la chasse en enclos et l'élevage des animaux pour la chasse, qui sont des non-sens écologiques, des menaces sanitaires pour la biodiversité. Rien pour protéger même nos concitoyens des balles des chasseurs en interdisant la chasse certains jours, comme je le propose avec mon groupe depuis 2018. Ainsi, votre loi poursuit un objectif misérable dans un électoralisme dégoulinant. Vous feignez de vous attaquer au problème de la maltraitance animale pour pouvoir prétendre avoir un bilan en la matière. Alors qu'au contraire, votre quinquennat a été un quinquennat de recul pour la lutte contre la maltraitance des animaux, que les maigres avancées de ce texte ne compenseront jamais. L'intérêt général humain rejoint l'intérêt de cesser la maltraitance des animaux, c'est l'enjeu de l'urgence climatique. Nous voterons donc pour, mais un pour de dépit et de consternation, un pour de condamnation pour l'inaction climatique. Je vous remercie. Nous passons à M. Hubert Wulfranc pour la gauche démocrate et républicaine. Bien, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, voici un texte donc qui se penche à titre principal sur le sort des animaux de compagnie.
en apportant, et le groupe communiste vous l'indique dans sa majorité, une réelle amélioration législative, c'est tout du moins la position qui est la nôtre globalement, et des améliorations qui toutes veulent s'inscrire dans une perspective consensuelle. C'est vrai qu'il y a une vraie sensibilité sur le sujet de la maltraitance animale. Il est donc nécessaire de la prendre en compte, mais vous me permettrez une parenthèse. Nous aimerions qu'elle se manifeste aussi souvent vis-à-vis de situations humanitaires qui sont proprement insupportables. Et d'ailleurs, ce n'est pas sans poser problème à l'échelle de la sphère publique et de l'opinion publique. Vous voyez à quoi je veux faire référence. Pour en revenir au texte, nous y trouvons tout d'abord des mesures de prévention de l'abandon. L'abandon, effectivement, concerne plusieurs dizaines de milliers d'animaux chaque année. Et pour lutter contre ce phénomène, vous proposez de responsabiliser les acquéreurs et de garantir une plus grande effectivité des obligations d'identification. C'est bienvenu, même si les mesures prévues en matière de contrôle de l'identification sortent toujours, comme toute question malheureusement, à la question des moyens pour les élus locaux, les administrations, au même titre d'ailleurs que cela pourrait être le cas pour la stérilisation des chairs. L'enveloppe de 20 millions d'euros annoncée par vous-même et dédiée à l'accueil des animaux abandonnés ou en fin de vie ne représentera qu'1% du montant nécessaire à la seule identification et stérilisation des chats errants. Nous sommes donc loin, selon nous, de la mise en œuvre d'un dispositif efficace de lutte contre la surpopulation féline. Alors que le texte initial se refusait à encadrer la pratique des ventes d'animaux de compagnie en ligne, nous accueillons favorablement le dispositif introduit par le Sénat qui pose le principe de l'interdiction des offres en ligne de cession d'animaux de compagnie, tout en prévoyant quelques dérogations. Lorsque l'on sait qu'une annonce sur deux est aujourd'hui ou bien frauduleuse ou bien déficiente, eh bien la mise en œuvre d'un dispositif de régulation rigoureux s'imposait, y compris notamment pour éviter les trafics illégaux. Nous saluons à ce titre les mesures de renforcement de la réglementation relative à la détention d'animaux d'espèces non domestiques. L'idée d'établir par arrêté une liste positive des animaux non domestiques pouvant être détenus par les particuliers et les élevages est également, selon nous, bienvenue. Il était nécessaire de rompre avec la logique d'autorisation sauf mention contraire, qui amenait des problématiques de trafic, comme je l'ai dit, ainsi que des problèmes sanitaires. Je passe sur les mesures de renforcement des sanctions qui accompagnent légitimement les dispositions que vous nous proposez. Je voudrais en venir à l'interdiction des animaux d'espèces sauvages dans les cirques itinérants et les spectacles. Nous jugeons comme beaucoup nécessaire de prévoir des mesures de soutien et d'accompagnement économique et social en direction du monde circassien, notamment des plus petites structures, afin de leur permettre de réussir cette transition sans menacer cette culture populaire. Le texte issu des travaux en CMP nous semble donc refléter une position d'équilibre, même si elle est encore perfectible, tant sur la question des cirques itinérants que sur celle des cétacés maintenus en captivité à des fins de spectacle. Concernant enfin l'interdiction des élevages des animaux non domestiques pour leur fourrure, bien évidemment, et dès l'origine, nous avions donné notre agrément à cette disposition. Je conclurai en indiquant qu'à quelques exceptions près, nous voterons ce texte sans pour autant partager, je dois vous le dire, l'avis d'un texte historique. À défaut peut-être d'ailleurs d'un débat politique, voire philosophique, qui jusqu'à présent n'a pas encore eu lieu au sein de cet hémicycle. Je terminerai en disant que nous avons vécu ce texte amélioré par les propositions du Sénat et qui, comme je le disais, même s'il est loin d'emporter totalement notre conviction, doit, voire d'en freiner encore certains, eh bien, notre groupe, dans sa majorité, votera en faveur de cette loi.
Je vous remercie. Je tiens à vous préciser que sur cette proposition de loi, je suis saisi par le groupe La République En Marche d'une demande de scrutin public que nous annonçons dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Merci Monsieur Villefranc. Nous passons la parole à Madame Aurore Berger pour le groupe La République En Marche et pour une durée de 5 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, mes chers collègues rapporteurs Loïc Dombreval, Laetitia Romero-Diaz, Dimitri Houbron. Certains ont eu dans leurs derniers propos la tentation de vouloir moquer le travail que nous avons engagé. C'est pourtant un travail collectif que nous avons engagé et qui a été largement partagé sur tous les bancs de cette Assemblée et au-delà. Et je tiens à saluer, parce que je sais qu'ils sont nombreux à nous regarder, y compris dans le public, l'ensemble de celles et ceux sans qui, en fait, ce texte n'aurait pas eu de sens et n'aurait pas existé, c'est-à-dire les bénévoles associatifs, celles et ceux qui, d'ailleurs, ne peuvent pas forcément être présents aujourd'hui parce qu'ils tiennent des refuges, parce qu'ils tiennent leurs associations, parce qu'ils s'engagent au quotidien sur l'ensemble de nos territoires et parce qu'ils font notre fierté et que nous leur devions aussi cet engagement qui est le nôtre aujourd'hui. Oui, c'est un texte historique parce que nous avions du retard. La France accusait un retard qui était intolérable au regard de nos voisins et au regard de ce que la France entend défendre dans les valeurs qui sont les siennes. Ce retard, aujourd'hui, non seulement nous le comblons, mais en plus, nous sommes en capacité d'aller au-delà de ce que d'autres pays ont entrepris. Nous le faisons d'abord sur la question des animaux domestiques, évidemment, sur l'encadrement de la vente des animaux en animalerie pour les chats et les chiens. Nous le faisons également sur la vente en ligne. Et Monsieur le Ministre, je sais l'engagement qui a été le vôtre dans un combat qui n'était pas simple face à certaines plateformes qui n'avaient pas forcément envie que nous mettions de l'ordre dans la manière avec laquelle elles voulaient organiser la vente de ces animaux qui étaient de formidables prétextes pour d'autres types d'achats. Nous le faisons également sur la lutte contre le renforcement de toutes les sanctions sur la maltraitance envers les animaux. Car c'est bien cela l'enjeu qui est le nôtre. Non seulement de permettre qu'enfin ce ne soit plus une contravention, mais bien un délit, mais aussi demain que cette loi soit appliquée. Car comment expliquer à certains de nos concitoyens que des sévices graves envers les animaux ne fassent l'objet que d'un simple rappel à la loi? Et nous aurons besoin, pour ce faire, d'avoir des magistrats engagés qui permettent que la loi que nous allons adopter soit réellement appliquée et réellement dissuasive pour éviter ces cas de maltraitance qui sont insupportables. Nous changeons enfin notre rapport avec la faune sauvage. Oui, évidemment, cette loi n'est pas une loi de défiance vis-à-vis de celles et ceux qui, pendant des dizaines d'années, ont travaillé et ont essayé de le faire dans le meilleur respect possible de leur animal. Mais nous disons qu'il est temps de changer ce rapport avec l'animal sauvage et qu'il était temps de l'inscrire dans la loi et donc dans le marbre de la loi. Nous le faisons sur la question des cirques et c'était un engagement important pour les parlementaires et un engagement qui n'était pas facile à tenir. Nous savons aussi les pressions auxquelles nous avons dû faire face sur ce sujet, même des menaces parfois qu'ont subi certains parlementaires et qui sont toujours intolérables, quels que soient les sujets sur lesquels nous avons à travailler, car le Parlement est libre de ses engagements, les parlementaires libres de leur expression et également libres de leur vote. Nous le faisons aussi sur la question des delphinariums. Bref, ce texte est un texte sur lequel nous n'aurions pas beaucoup parié au début du quinquennat. Quand nous avons commencé à travailler ensemble, chers collègues rapporteurs et bien d'autres que je vois sur ces bancs aujourd'hui, nous nous disions peut-être que ce texte n'irait pas au bout. Certains nous prédisaient que dans la majorité, nous serions incapables de nous organiser. Mais nous avons tellement entendu de choses sur notre majorité depuis le début de ce mandat. Nous serions tellement illégitimes, tellement incompétents, tellement incapables, évidemment, d'avoir des engagements puissants. Eh bien, nous avons démontré sur ce sujet, qui est le sujet qui intéresse le quotidien des Français, qui intéresse près d'un Français sur deux qui détient un animal de compagnie, des millions de Français qui s'engagent dans la vie associative, que oui, la majorité présidentielle, dans toutes ses composantes, était en capacité de se mettre d'accord et dans toutes ses sensibilités aussi, là où parfois certains espéraient que nous ne puissions y arriver. Peu auraient parié aussi sur le fait que nous arrivions à nous mettre d'accord avec le Sénat.
Et nous avons réussi dans un dialogue très exigeant et très approfondi avec le Sénat, où nous n'avons rien lâché sur ce qui étaient les lignes rouges que nous voulions voir mises dans la loi. Et je remercie la rapporteure au Sénat et la présidente de la Commission des affaires économiques du Sénat pour le dialogue que nous avons réussi à avoir ensemble. Alors, mes chers collègues, en conclusion de ce long travail parlementaire que nous avons engagé quasiment dès le premier jour de notre mandat avec nos collègues de la majorité et au-delà, puisque tous les bancs ici sont concernés aujourd'hui par ce texte, je veux vous dire la fierté qui est la nôtre, l'émotion qui est la nôtre. La vie démocratique fait qu'aucun d'entre nous ne sait s'il sera là dans quelques mois sur les bancs de cette Assemblée, mais nous saurons que nous avons fait œuvre utile sur ce sujet et que nous avons permis à la France d'avancer de manière décisive. Je vous remercie. Je vous remercie. Nous en venons très rapidement au texte de la commission mixte paritaire. Conformément à l'article 113 alinéa 3 du règlement, je vais rappeler à l'Assemblée à statuer d'abord sur les amendements dont je suis saisi. Donc 3 amendements de coordination juridique du gouvernement qui sont donc un avis favorable des rapporteurs. Qui est pour, contre, ils sont adoptés, merci. Le 6, qui est un amendement de renumérotation, et le 7 de rédaction, qui est pour, contre, adopté également. Bien, je vous remercie. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vais donc mettre aux voix la proposition de loi compte tenu du texte de la commission mixte paritaire modifié par les amendements qui viennent d'être adoptés. Vous avez tous regagné vos places. Le scrutin est ouvert. Il est clos. 123 votants, 119 exprimés, majorité à 60. Pour 118, contre 1. Il est donc adopté. Vous souhaitiez prendre la parole, Madame la rapporteure. S'il vous plaît, chers collègues, quelques instants. Ah, pardon. Donc, chers collègues, permettez-moi donc de prendre la parole quelques secondes au terme de l'examen de cette loi pour partager avec vous donc mon émotion de voir aboutir cette ambition commune pour le bien-être animal. 11 mois après son dépôt officiel, ce texte attendu par tant d'associations, de professionnels et de citoyens sensibles à la cause animale est adopté ici dans notre Assemblée. Il y a un temps où cette proposition de loi qui touche aux animaux de compagnie, à la maltraitance, à l'adoption, mais aussi à la fourrure et aux animaux sauvages exploités pour nos loisirs, n'aurait jamais pu trouver une majorité. Mais les mentalités ont évolué, le temps a couru et notre regard sur les animaux a changé. Les animaux encagés qui exécutent des numéros inadaptés, qui expriment leur souffrance par des comportements déviants, suscitent aujourd'hui la gêne, voire le malaise. Le sujet du bien-être animal est devenu de manière irréversible et il faut s'en féliciter, chers collègues, un sujet sociétal et donc politique. Alors, bien entendu, cette proposition de loi ne règle pas tout, j'en suis consciente, mais elle existe, elle est votée et elle fait franchir à la France un grand pas longtemps attendu. Je voulais donc très solennellement remercier tous ceux qui y ont concouru. Je vous remercie. Je vous remercie.